C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette nouvelle attaque dans le nord du Bénin, un commissariat de Monsé, dans une commune située près de la frontière avec le Niger, a été ciblé. Un policier a été tué, il y a plusieurs blessés. Nous serons à Cotonou dans ce journal. La libération d'Alpha Condé qui fait polémique en Guinée depuis vendredi. L'ancien président guinéen, détenu depuis le coup d'État du 5 septembre, est libre de ses mouvements. Mais les victimes de son régime demandent à ce qu'il soit traduit devant la justice. La correspondance à Conakry dans un instant. La lutte contre le paludisme au Kenya, le pays est à la pointe de la technologie, notamment pour le dépistage. Nos correspondants à Nairobi sont allés à la rencontre des scientifiques sur le front. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Le Bénin a de nouveau été la cible d'une attaque terroriste. C'est la deuxième fois en un mois. Une fois de plus, c'est dans le nord du pays, frontalier avec le Burkina Faso et le Niger, que s'est déroulée l'attaque. Des djihadistes ont ciblé un commissariat, un policier a été tué. Ce qui inquiète, c'est le modus operandi. Pour la première fois, ce sont des hommes armés en moto qui ont mené l'attaque. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Sodji. L'acte terroriste n'est pas encore confirmé par les autorités béninoises. Elles n'ont donné aucune information, mais le mode opératoire y ressemble, selon des experts en sécurité avec qui j'ai pu parler. C'est un commissariat situé dans l'extrême nord du Bénin qui a été pris pour cible dans la nuit de lundi à mardi. Alors ce qui est inédit, c'est la première fois depuis décembre 2021 que le mode opératoire a changé. Jusqu'à présent, lors de tous les incidents, il s'agissait de mines artisanales ou d'embuscades qui blessaient ou tuaient des militaires au passage de leurs véhicules. Et là, il s'agit d'une attaque. 8 hommes qui seraient arrivés sur 4 motos devant le commissariat de Monsé, dans la commune de Karimama, pas loin de la frontière avec le Niger. Il y a eu des échanges de tirs, un policier a été tué. Ensuite, les assaillants ont mis le feu au commissariat avant de prendre la fuite en direction du parc de la Pandjari, selon les sources locales. Les derniers incidents remontent au 10 et au 11 avril dernier. Il y avait eu au moins 5 morts du côté des soldats béninois dans le nord-ouest du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso. Et depuis la fin de l'année dernière, l'extrême nord du Bénin est la cible d'actes terroristes. En février, 3 attaques à la bombe artisanale dans le parc de la W, à proximité de celui de la Pandjari, ont fait 9 morts et 12 blessés parmi les équipes de surveillance de ces parcs qui sont gérés par African Parks. L'ONG sud-africaine a formé ses propres rangers. Elle travaille aux côtés des militaires béninois à traquer les braconniers, les trafiquants et les djihadistes sur une immense zone qui est couverte de forêts, de savanes, où les frontières sont très poreuses. Alors, les groupes qui sévissent au Mali, au Niger et au Burkina Faso cherchent à progresser vers la côte. En novembre dernier, il y avait eu une grosse opération donc de grande envergure entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana dans le cadre de la lutte contre la progression du terrorisme et des groupes criminels organisés. Et puis, en février dernier, le président Patrice Talon a demandé une coopération militaire renforcée avec les voisins sur la zone frontalière de la Pandjari. Et puis cet accord entre le Fonds monétaire international et le Bénin, le FMI devrait accorder un plan d'aide de 658 millions de dollars étalé sur 3 ans et demi pour aider le pays affecté notamment par la guerre en Ukraine. Ce plan sera toutefois soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI qui se réunira autour de la mi-juin. On part à présent en Guinée, où la libération d'Alpha Condé, l'ancien président, fait débat dans le pays. Les militaires au pouvoir, depuis le coup d'État du 5 septembre, ont annoncé qu'Alpha Condé pouvait recevoir sa famille et les responsables politiques de son parti. Si cette annonce réjouit ses proches, elle n'est pas du tout du goût des victimes de son régime. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Cette annonce continue d'alimenter les débats au sein de la classe politique, mais aussi de la société civile. Il y a ceux qui approuvent la décision de la junte de libérer Alpha Condé et ceux qui la condamnent fermement. Le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée, sa formation politique, avait fait de cette libération une exigence pour prendre part au dialogue politique. Nous sommes encore suspendus à l'effet franchement d'avoir des éléments qui nous précisent, en tout cas de manière concrète, que cette libération est faite. D'ici là, vous le savez, tant qu'il est là-bas, nous sommes pratiquement enchaînés avec lui. Nous tenons à ce que le CNRD nous rassure, mais avec justement des éléments concrets qui nous permettent de dire que oui, il est libre. Pour le moment, nous attendons. Pour les victimes de son régime, cette libération est perçue comme une manière de permettre à celui qui a dirigé le pays de 2010 à 2021 d'échapper à la justice.
justice. Pendant que M. Alpha Condé était au pouvoir, il n'a jamais voulu mettre en place la haute cour de la justice qui aurait pu permettre éventuellement de l'attraire devant la justice pour les cas de crimes qu'il a commis pendant qu'il est au pouvoir. Désormais, nous voulons que quiconque pose un acte, qu'un jour il puisse répondre ses actes devant la justice. Et là, cela doit commencer par M. Alpha Condé. Depuis la prise du pouvoir par les militaires, plusieurs anciens cadres du régime déchu sont poursuivis et condamnés pour des faits présumés de corruption. Mais les enquêtes pour les crimes présumés lors des manifestations contre le troisième mandat d'Alpha Condé sont encore au point mort. On en vient aux funérailles des victimes mortes dans l'explosion d'une raffinerie illégale au sud du Nigeria. Au total, 100 personnes sont décédées dans cet accident. Laurent Verstecher revient sur cet accident qualifié de catastrophe par le président. L'explosion a tout emporté sur son passage. La plupart des corps étaient si gravement brûlés et défigurés que même leurs familles ne sont pas parvenues à les identifier. Nous avons décidé de les enterrer dans une fosse commune. On ne pouvait pas les identifier car ils étaient trop gravement brûlés. Survenue dans une raffinerie clandestine ce week-end, l'explosion a été qualifiée de désastre national par le président nigérian, qui a appelé à intensifier la répression de ces exploitations illégales. Elle représente un véritable fléau dans le sud du Nigeria, où des criminels siphonnent régulièrement les pipelines des grandes compagnies pétrolières pour échapper aux régulations et aux impôts. Mais selon les habitants, il faut avant tout s'attaquer aux causes, la pauvreté et le chômage, qui poussent chaque année des millions de jeunes à se tourner vers des activités criminelles. Le taux de chômage est trop élevé dans cette zone. Nous sommes négligés et abandonnés. La vie est tellement difficile ici et on voit que les femmes, les enfants et les jeunes sont prêts à tout pour survivre. Au-delà des risques d'explosion, les raffineries clandestines sont une source majeure de pollution de l'air et provoquent régulièrement des troubles respiratoires chez les populations avoisinantes. Début avril, les autorités nigérianes avaient annoncé le démantèlement d'une trentaine d'exploitations similaires en moins de 2 semaines. Ces violences au Darfour qui ont fait 4 morts, elles ont débuté à Krink, à 80 km d'El Jneina, la capitale du Darfour Ouest, entre combattants arabes et non-arabes. Des violences au lendemain d'une des journées les plus meurtrières dans cette région de l'ouest du Soudan, avec 168 morts et 98 blessés. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. On commence seulement à comprendre ce qu'il s'est passé dans le village de Kérinik ce week-end, à l'ouest du Darfour. Il semblerait que vendredi, des affrontements aient eu lieu entre tribus africaines et tribus arabes, faisant une dizaine de morts. Suite à ça, l'un des gouverneurs de la région a décidé d'envoyer sur place l'armée afin de calmer la situation. L'armée qui s'est retirée de Kérinik dimanche matin à l'aube. Et c'est à ce moment-là que des miliciens de Janjaweed ont attaqué. Selon mes contacts sur place qui m'envoient de nombreuses vidéos, des centaines d'hommes sur des motos à dos de cheval ou encore à l'arrière de pick-up qui appartenaient aux forces de soutien rapide, cette milice qui obéit au numéro 2 du régime, le général Emeti, ont attaqué les civils, assassinant entre 168 et 200 personnes, s'attaquant aussi aux enfants, faisant des centaines de blessés. Suite à ça, les troubles se sont déplacés vers la ville voisine d'El Jneina, la capitale du Darfour Ouest, et cette ville qui est coutumière d'y fête. Et régulièrement, il y a des attaques contre les groupes de déplacés qui y vivent, faisant à chaque fois des dizaines, voire des centaines de morts. Cette fois-ci, eh bien, les troubles ont eu lieu à l'intérieur de l'hôpital où s'étaient réfugiées les victimes de Kérinik. Certaines ont été assassinées, il y a eu au moins 4 morts, de nombreux blessés. Et les médecins ont décidé eh bien, d'arrêter de travailler. Ils avaient peur d'être tués à leur tour. Et ce mardi, il ne semble pas que la situation se calme dans l'est du Darfour, où les combats et les tensions continuent entre les différentes communautés. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'initiative d'Ahmed Nejib Chebbi en Tunisie, figure politique de gauche et opposant historique sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Il a annoncé la création du Front de Salut National, un front regroupant plusieurs partis politiques pour, je cite, sauver la Tunisie. L'opposant fait allusion à la grave crise institutionnelle après le coup de force du président Kais Saïed. 4 ans de prison ferme à l'encontre du militant Rabi El Ablak au Maroc. Une condamnation pour, je cite, offense envers la personne du roi par voie électronique. L'homme de 35 ans devra également s'acquitter d'une amende de 20 000 dirhams, 1 900 €. Son avocat va faire appel.
En Algérie, Hakim Debazi, militant pacifique du Hirak, mort en prison, a été inhumé ce mardi. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a appelé à l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de sa mort. L'homme de 55 ans fait partie de ces activistes condamnés par la justice algérienne à des peines de prison ferme pour leur publication sur les réseaux sociaux. On vous parle encore ce soir de la lutte contre le paludisme et on vous emmène cette fois au Kenya. Le pays est un exemple dans la lutte contre cette maladie sur le continent. Il a accueilli les essais du vaccin. Son taux de prévalence est en constante diminution, passant de 8% en 2015 à 6% en 2020. Un chiffre qui pourrait être encore plus bas si la pandémie de Covid-19 n'avait pas ralenti les efforts pour lutter contre la maladie. Les autorités ont depuis décidé de multiplier les efforts pour endiguer le paludisme, notamment à travers la création du premier test entièrement fabriqué en Afrique. Nos correspondants, Élodie Cousin et Bastien Renouille, ont rencontré les scientifiques sur le front. Ce test de diagnostic du paludisme vient tout juste d'être créé par ces scientifiques kényans. Il coûte 50 centimes d'euros, 5 fois moins que ceux importés jusqu'à présent. Le pays a besoin de 15 millions d'unités par an. La production locale va permettre de grandes économies. Le Kenya est un exemple. C'est le premier pays à produire un test du paludisme, non seulement en Afrique de l'Est, mais sur tout le continent. Tous les pays les importaient jusqu'à présent, et nous aussi, notamment depuis la Corée ou la Chine. Maintenant, nous allons pouvoir fournir tout le continent. Dans cette pièce, les scientifiques élèvent eux-mêmes les moustiques qui serviront à leur recherche. Ils étudient le vaccin contre le paludisme, développent des insecticides et séquencent même l'ADN du parasite. L'objectif, identifier des résistances aux médicaments. Le laboratoire partage ensuite les résultats avec les autres pays de la région. Nous sommes en communication constante avec les gouvernements d'Ouganda, de Tanzanie et d'Éthiopie. Nous avons observé, par exemple, que les kits de dépistage marchent de moins en moins. Nous les informons de la situation de leur pays et nous leur disons, par exemple, à quel type de médicament une résistance est apparue. Échanger les informations entre pays du continent, c'est l'un des buts de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme. Les chefs d'État décident ensemble des politiques publiques pour lutter contre la maladie. Nombre d'entre elles ont d'abord été testées avec succès au Kenya. Je crois fermement que nous sommes sur la bonne voie pour battre le paludisme. Nous avons effectué de grands progrès, presque 50% de diminution du taux de prévalence. Je pense qu'il y a des régions où nous allons bientôt quasiment éliminer la maladie et d'autres où nous aurons encore du travail pour réduire ce fardeau. L'Alliance s'est donnée pour objectif d'éradiquer le paludisme avant 2030. Un but difficile à atteindre, mais selon les officiels kényans, leur pays a de fortes chances d'y parvenir. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.